Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux étudiants de la deuxième année, licence au centre universitaire de Merlia, département de langue arabe. Avant d'aborder le contenu de cette vidéo, il serait bien souhaitable de réviser quelques notions que nous avons déjà abordées auparavant. Tout d'abord, dans un texte littéraire, il s'agit de poser une question, ou bien deux interrogations simples. Qui parle et à qui? Ces questions essentielles étaient les bases de l'analyse littéraire. Il s'agit d'identifier plusieurs personnes. Celui qui raconte l'histoire, c'est-à-dire le narrateur, celui qui participe à cette histoire, c'est-à-dire le personnage, et celui à qui est destiné le récit, c'est-à-dire le lecteur. Quand toutes ces personnes sont distinctes, bien sûr, l'analyse est simple. Aucune voix ne peut prêter à confusion. En revanche, si l'une des voix n'est pas analysable et peut offrir plusieurs interprétations, l'étude se complique et requiert des analyses indispensables à la compréhension du texte. Qu'est-ce qu'on entend par voix du narrateur? C'est par convention stylistique tout d'abord. C'est la voix qui s'adresse au lecteur pour raconter une histoire réelle ou imaginaire. Cette appellation peut permettre d'éviter de confondre l'écrivain et celui qui raconte l'histoire. Seul dans le récit autobiographique où se confond la voix du narrateur avec celle de l'auteur. L'auteur est à la fois le narrateur et le personnage principal de son histoire. Dans certains cas, l'écrivain devient son propre lecteur si cette autobiographie n'est pas destinée à la publication. Tout ça, nous avons déjà abordé dans les séances précédentes, mais comme je disais tout à l'heure, il faut se rappeler ces notions-là pour pouvoir comprendre la suite de cette vidéo. Quand on parle de narrateur, on va parler aussi du point de vue du narrateur et on va distinguer trois points de vue essentiels. Le point de vue interne, le point de vue externe et le point de vue omniscient. Qu'est-ce qu'on entend par le point de vue interne? Le point de vue interne, c'est une subjectivité assumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le narrateur raconte une histoire qui le touche personnellement. Il est l'un des acteurs du récit dont il a vécu de l'intérieur les événements sans forcément en connaître les tenants et les aboutissants. Il en donne donc une version fragmentée et partielle, ce qui peut la rendre contestable. Cette implication du narrateur permet de faire revivre au lecteur l'histoire de manière plus interne et de lui en faire ressentir les enjeux. La narration subjective offre une interprétation personnelle du récit. Elle déroule un éventail de possibilités assez étendu. La voix du narrateur est celle de l'un des personnages de l'histoire. Par exemple, dans cette phrase suivante, je me levais comme tous les matins à 6 heures. Il faisait beau. Je ne pouvais imaginer que j'allais rencontrer cette pauvre folle d'Irène. La narration est à la première personne et souvent un bon indice du point de vue interne. Le point de vue externe. Dans le point de vue externe, le narrateur est en quelque sorte un témoin des événements. Ça veut dire quoi? Il peut devenir le confident privilégié de plusieurs acteurs du récit. Son impartialité supposée lui offre la possibilité de rendre compte objectivement de l'histoire. Il peut aussi être l'observateur extérieur d'un événement qu'il découvre en même temps que le lecteur. Et il interprète à la lumière de ce qu'il voit et entend. Enfin, le point de vue omniscient. Dans le point de vue omniscient, il s'agit d'un nom omniscient. Ça vient du grec omniscient. Science, c'est la conscience, ça veut dire le savoir. Omni, ça veut dire partout. Ça veut dire que ce narrateur, il est présent partout. Il connaît tous les détails du récit. Il connaît le passé et même le devenir des personnages. Il connaît ce qu'ils disent, ce qu'ils vont dire et ce qu'ils pensent à l'intérieur d'eux-mêmes sans le dire aux autres personnages. Le lecteur, grâce à ce point de vue omniscient, sait beaucoup de choses sur les acteurs du récit, ce qu'ils pensent de l'histoire et de la manière dont ils ont vécu. Les connaissances se complètent, se contredisent parfois et donnent au lecteur la sensation d'un savoir
absolue. Ça, en ce qui concerne le point de vue de la voix du narrateur. Le deuxième type de voix, c'est la voix des personnages. Donc, dans un récit, c'est rare de trouver qu'un narrateur qui est en train de s'exprimer. Il peut laisser la place aux autres personnages de faire présence et de marquer leur présence par leur voix. Donc, il s'agit des dialogues auxquels on va assister dans un récit littéraire. La narration est souvent enrichie de voix des personnages qui apportent une autre tonalité et parfois des témoignages importants à la compréhension de l'histoire. Une narration qui fait entendre les voix des personnages est appelée polyphonique. Poly, ça veut dire plusieurs, phonique, ça veut dire son plusieurs voix qui se manifestent dans un récit littéraire. Et l'insertion dans le discours du récit des paroles et des pensées des personnages est appelée discours. Cela nous ramène directement au discours. Ça nous fait penser automatiquement aux différents types de discours que nous avons déjà étudiés. Vous les avez étudiés bien sûr au lycée, mais il y a d'autres types de discours que nous n'avons connus que au niveau universitaire. Il s'agit tout d'abord du discours direct et du discours indirect que vous connaissez tous bien évidemment, mais de deux autres types de discours, à savoir le discours indirect libre et le discours narrativisé. Dans les discours directs, le narrateur laisse le libre choix au personnage de s'exprimer sans exercer aucune censure sur leurs pensées et sur leur manière de dire. Dans le discours indirect, bien au contraire, le narrateur il prend contrôle du discours. Il ne laisse pas le personnage s'exprimer librement. Il va introduire des verbes qui expriment la pensée, l'attitude. Donc, le personnage ne va pas s'exprimer librement. Ce sont les deux types de discours que nous connaissons. Il y a belle lurette. Les deux autres types de discours que nous avons fait connaissance durant cette année-là, ce sont le discours indirect libre et le discours narrativisé. Dans le discours indirect libre, il est très proche dans sa conception du discours direct. Ça veut dire qu'il s'agit de faire entendre la voix du personnage, mais ce discours n'est pas livré tel quel. Ça veut dire, comme dans le discours direct, le passage du narrateur au personnage est plus subtil. Comme vous savez, dans le discours direct, nous allons employer les deux points, les guillemets, pour marquer qu'il s'agit d'un discours direct. Mais dans le discours indirect libre, il n'y a ni deux points, ni guillemets. On passe subtilement et on va consentir et on va sentir ce passage par un changement de ton ou bien un changement de tonalité. Un changement de ton, ça veut dire le récit se faisait par exemple dans l'imparfait et automatiquement et subitement on va passer au présent de l'indicatif. Un changement de temps, le temps grammatical. Ça indique qu'il y a un changement de voix. On est passé du narrateur au personnage. Ou bien un changement de tonalité. Nous avions par exemple utilisé dans le discours, la voix du narrateur un langage soutenu et tout à coup, nous avons changé de tonalité. On va utiliser un langage familier. Hop, on se rend compte qu'il s'agit d'un discours indirect libre. Il n'y a donc aucune caractérisation grammaticale du changement de locuteur. Jamais de verbe introducteur, ni de guillemets, ni de tirets. Les indices textuels sont plutôt de l'ordre de l'expressivité. Le personnage révèle souvent ses sentiments, sa colère ou bien sa joie, soulignés dans le texte par des interjections, des exclamations, des interrogations ou bien des interruptions. Le discours narrativisé opère une saisissante condensation du discours. Ça veut dire quoi, une condensation du discours? Ça veut dire, au lieu de laisser les personnages s'exprimer librement, on va essayer de condenser leur discours dans une petite séquence, comme ça pour gagner de l'espace. La voix du personnage est déshumanisée. Le contenu de son discours est transformé en un événement du récit. Le narrateur ne conserve de son propre que ce qu'il peut alimenter. Le narrateur ne conserve de son propos que ce qui peut alimenter son histoire. Dans certains cas, la voix du personnage peut être simplement indiquée
sans même que le contenu du discours ne soit développé. Ça, on l'a déjà vu, mais comme je disais, il faut toujours revenir sur ces concepts pour pouvoir passer aux autres concepts. L'autre point que nous avons déjà vu, c'était l'apport de la grammaire, ça veut dire la temporalité, comment se manifeste la temporalité dans un récit. Est-ce qu'on va suivre un ordre chronologique comme dans les événements, comme dans un événement historique où il s'agit de relater des événements successifs, ou bien le narrateur ou bien l'auteur va opérer d'autres procédures qui lui permettent toujours d'attirer l'attention du lecteur. De ce fait, on peut voir qu'il s'agit de plusieurs astuces. Oui, des astuces que le narrateur utilise pour pouvoir attirer l'attention du lecteur. S'agissant de la temporalité, puisque tout récit s'inscrit dans une temporalité, le choix narratif est apparemment simple. Il faut organiser l'histoire dans un déroulement chronologique pour que le lecteur puisse la suivre et la comprendre. Maintenant, si la chronologie est continue, il est facile de situer des faits les uns par rapport aux autres dans cette progression. C'est une voie difficile à maintenir tout au long du récit et qui ne peut purement être linéaire. Pourquoi? Parce il y a des événements sur lesquels il faut revenir. Donc, l'auteur va nous projeter dans le passé. Il y a des événements où il y a des cas où l'auteur il va anticiper les événements, il va nous projeter dans l'avenir. Il y a des événements qui paraissent, qui ne durent réellement ou bien que leur temps physique n'est que de quelques minutes, mais leur temps psychologique pour le personnage est des heures et des heures. Il faut s'arrêter sur ces événements-là. Il va s'étayer sur ces événements-là alors que physiquement il ne dure que quelques instants. Tout ça va nous amener à plusieurs types de récits. Il va nous amener à un retour en arrière. Par exemple, la narration et les événements qui sont racontés deviennent le maillot d'une chaîne temporelle qui doit être recomposée. Ou bien un récit en abîme. Le récit en abîme, il joue sur l'effet de mise en valeur de quelques événements particuliers. Le récit en abîme consiste à intégrer dans une première histoire une autre histoire qui a des liens assez lâches, ça veut dire assez faible, avec la narration initiale. Ce procédé permet de donner une profondeur temporelle inattendue au récit. Il y a ce qu'on appelle aussi l'anticipation, ou bien le prolepse, qui suscite une lecture plus attentive du récit. Le narrateur révèle à l'avance les faits qui auront une forte incidence sur le déroulement de l'histoire. La narration privilégie donc certains épisodes pour attirer l'intérêt du lecteur et l'inciter à être particulièrement attentif à la suite du récit. Et il y a ce qu'on appelle l'ellipse temporelle. Ça, s'agissant de l'organisation temporelle. Maintenant, l'organisation visuelle. Qu'est-ce qu'on entend par organisation visuelle? Ça veut dire le fait que le narrateur, à travers quelques procédés, va essayer de concrétiser pour que l'image écrite devienne une image sensuelle, sentie, vécue et vue. Cela par plusieurs procédés grammaticaux. Par exemple, dans l'organisation visuelle, on peut recourir aux figures et images aux figures de style. Et les images, par exemple, la comparaison, la métaphore, l'allégorie, la personnification. Tout ça, ce sont des outils que l'auteur utilise pour pouvoir donner une certaine vie et une certaine vision concrète, une certaine vision qu'on peut toucher, palpable. Il y a la dynamique du texte, il y a aussi l'effet de zoom, tous ces événements-là, tous ces éléments-là, pardon, nous les avons déjà abordés lorsque nous avons parlé du narrateur, du lecteur, des personnages, ainsi de suite. Le point que nous allons aborder aujourd'hui, il s'agit de l'énoncé et l'énonciation. Qu'est-ce qu'une énonciation? L'énonciation repose sur un élément essentiel qui est l'espace. Ça veut dire le repérage dans l'espace n'est pas le même selon que l'on considère le moment où l'événement a eu lieu, c'est-à-dire le temps d'énonciation, et celui où il est rapporté, temps de narration ou d'énoncé.
Celui qui rapporte un récit à l'instant où il le vit aura pour repère ce moment de parole. Le lieu où il se trouve est sa propre personne. La grammaire a coutume de parler d'énonciation pour désigner cette position par rapport à son récit. Tout se réfère alors au locuteur, ça veut dire celui qui parle. Ça veut dire que les indices temporels et spatiaux du texte sont appelés les déictiques. Les indices qui servent à situer le récit dans l'espace et dans le temps sont appelés déictiques. Ça veut dire c'est un mot grec qui signifie désignation. Ça veut dire ça désigne le lieu et le moment même où l'action se déroule. Le locuteur est la référence de son récit. Ça veut dire c'est lui, c'est autour de lui que se déroulent ou bien s'organisent les événements. Et ne pourra pas le comprendre si on ne connaît pas l'énonciateur. Exemple, Joseph est ici ce soir pour nous livrer son témoignage. Le locuteur distinct de Joseph, le locuteur il est distinct de Joseph, parle du lieu où il se tient au moment du discours, ici, et du moment où il l'entend, ce soir. Ces indices ne peuvent être identifiés si l'on ignore le locuteur et le contexte. On distingue de ce fait les indices temporels selon trois rapports du temps avec le moment d'énonciation. Ça peut exprimer la simultanéité, ça veut dire on emploie en ce moment, aujourd'hui, ce jour, maintenant, ce lundi, actuellement, à cette heure, ainsi de suite. La postériorité, ça veut dire ce qui va se passer après par rapport au locuteur, par rapport au moment d'énonciation. Par exemple, demain, bientôt, immédiatement, prochainement, etc. Et l'antériorité, ça veut dire des événements qui se sont déroulés avant le locuteur. Hier, autrefois, jadis, récemment, le mois dernier, la semaine passée, etc. On peut noter qu'une même tournure avec des temps différents change le rapport temporel. Par exemple, Joseph viendra ce soir. Ça indique la postériorité. Joseph est avec nous ce soir. Ça indique la simultanéité. Joseph était venu ce soir. Ça indique l'antériorité. Vous voyez le même déictique, mais il peut renvoyer à plusieurs moments différents de la temporalité. Maintenant, on distingue également les déictiques spatiaux. Les déictiques spatiaux situent le locuteur au cœur de l'espace. Tout est mesuré en fonction de à proximité. En fonction de la proximité, de l'éloignement, de la hauteur, de la profondeur qui le sépare des éléments qui l'entourent, objet ou bien personne. Par exemple, je me trouvais en haut, à gauche, au fond, on ne sont pas très bien placés. Il s'agit généralement de structurer l'espace dans une logique souvent binaire, en haut par rapport à en bas, devant par rapport à derrière. Maintenant, lorsque l'événement est rapporté par un narrateur qui n'a pas de lien direct avec le récit qu'il fait, la grammaire ne parle plus d'énonciation, mais d'énoncé. Les indices spatiaux et temporels sont compréhensibles par rapport à un élément du texte. On les appelle les anaphoriques, du grec se porter en arrière, car la référence est placée avant cet indice. Si elle est placée après, on parlera pas d'anaphorique, mais de cataphorique. Exemple, Lisette se trouvait près de la Bastille ce soir-là. Les anaphoriques temporelles reprennent les trois rapports de temps. L'antériorité, on peut dire la veille, la semaine précédente, peu avant, 3 jours plus tôt. Si vous remarquez, on utilise ces anaphoriques dans le discours indirect. La simultanéité à ce moment-là, alors, et la postériorité, par exemple, le lendemain, la semaine suivante, peu après, dorénavant, dès lors, 3 jours plus tard, ainsi de suite. Maintenant, les anaphoriques spatiaux. Les anaphoriques spatiaux, tout comme les déictiques, structurent l'espace par rapport à un élément fixe du texte et non par rapport au locuteur. C'est ça la différence par rapport au déictique. C'est de situer les événements par rapport, ou bien situer les événements et structurer l'espace par rapport à un élément fixe du texte et non pas par rapport au locuteur. Il réutilise les expressions déictiques citées plus haut, précisant à chaque fois la référence choisie.
en haut de la bibliothèque par exemple, en bas de la bibliothèque, devant la maison, derrière la maison, près de la porte, loin de la porte. Exemple, Simon est en haut de l'escalier. Tout d'abord, avant de passer à cet exemple-là, on peut dire que les anaphoriques spatiaux ne dépendent pas du personnage. Elles sont intégrées dans une narration qui peut être comprise par chacun en fonction du texte. Le lieu est proche d'un lieu connu et non du locuteur. Le moment est celui de la narration. Le moment en question est un temps spécifique du récit qui ne dépend pas du moment où l'histoire est racontée, mais de celui où l'événement a eu lieu. Si on prend l'exemple pour les anaphoriques spatiaux, Simon est en haut de l'escalier près du radiateur. Ici, nous avons des anaphoriques en haut. Pourquoi? Parce qu'on a placé l'espace, on a structuré l'espace par rapport à un élément fixe du texte qui est l'escalier. Mais si je dis Simon est en haut tout près, là, on a structuré l'espace par rapport à l'énonciateur. Donc ici, on est en présence de déictique et non pas d'anaphorique. J'espère que vous avez compris ce petit cours. Bien évidemment, c'est par les applications qu'on pourra bien approfondir et ancrer les connaissances que nous avons déjà abordées dans les séances précédentes. Toujours, pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook ou bien sur mon email qui a été déjà publié sur la plateforme du Centre universitaire de Marignan. Merci pour votre attention et bonne journée.